Bonjour et heureux de vous retrouver sur ce plateau de la vie des diocèses. Cette saison encore, eh bien, nous allons continuer ensemble, aller à la rencontre des chrétiens en France, en Belgique, pour voir comment la foi chrétienne s'y vit, comment elle se transmet, ce qu'elle apporte dans la vie, ce qu'elle apporte dans notre société. Et puis semaine après semaine, eh bien, c'est le visage de l'Église qui se dévoile, ses défis devant les épreuves, sa mission dans ce monde, au contact des joies et des épreuves des hommes et des femmes. Cette semaine, c'est Monseigneur Benoît Rivière qui nous rejoint. Monseigneur, vous êtes évêque d'Autun, Châlons et Mâcon. Merci beaucoup d'être là. Merci aussi à vous de m'inviter. Vous êtes évêque depuis 2006. Votre diocèse, c'est la Saône-et-Loire. Un petit peu avant. Oui. J'étais évêque à Marseille déjà. En 2001. Oui, à Autun 2006. Oui. C'est la Saône-et-Loire. C'est la Saône-et-Loire, c'est-à-dire comme son nom l'indique, c'est un territoire marqué par les fleuves. Hein. La Saône au centre du département et avec le territoire de la Bresse bien connu. Et puis c'est un territoire qui est marqué beaucoup par la ruralité. Hein. L'élevage bovin, l'élevage des poulets, puis aussi par l'aventure industrielle du Creusot, Monceau-les-Mines. C'est des mots qui évoquent pour nos téléspectateurs un certain nombre de réalités. Puis c'est un diocèse qui a été très marqué par l'aventure des moines de Cluny. Donc à la fois le paysage des églises romanes, aussi les voies de communication, et puis aussi toute la tradition monastique a beaucoup marqué ce territoire du sud de la Bourgogne. Territoire rural et en même temps industriel. Oui, on peut le dire comme cela, oui. Alors, nous sommes dans cette période de rentrée encore. Je souhaiterais que, du coup, nous commencions notre émission par cet engagement des chrétiens dans le monde de l'éducation, et notamment auprès des jeunes qui sont en difficulté, parce qu'on ne le sait pas assez, il n'y a pas seulement les établissements élitistes. À Louhans, le lycée de l'enseignement agricole privé de la Bresse accueille 275 élèves, des collégiens, des lycéens, mais aussi des primaires, des maternelles. Notre journaliste François-Xavier Mathieu y a rencontré notamment Lucas. Lucas a 15 ans et il vient de faire sa rentrée en 3e agricole. À Louhans, le lycée d'enseignement agricole privé de la Bresse a offert à Lucas une seconde chance. Il y a été admis il y a 1 an après un parcours scolaire chaotique. C'est avec confiance qu'il effectue sa 2e rentrée dans l'établissement. Mes difficultés, c'était que je manquais de sérieux et puis j'ai du mal à me concentrer. Et puis surtout, quand j'écrivais mal, les professeurs, ils m'arrachaient les pages. Donc du coup, après, j'étais obligé de recopier. Mais ils ne changeaient pas d'écriture, donc après, ils redéchiraient encore une fois. Puis j'étais obligé de recopier. Pour briser le cercle infernal de l'échec scolaire, sa mère lui conseille alors de changer de lycée et de rejoindre le cursus d'enseignement pré-professionnel. J'ai pensé que tout allait changer. Je voulais faire mon métier depuis tout petit, mécanicien de machine agricole. Et puis ce lycée-là m'offrait la porte de pouvoir travailler dans la mécanique. Dans l'établissement, l'apprentissage passe par des cours théoriques. 45 minutes seulement par cours, le matin, pour favoriser la concentration des élèves. Au programme du premier cours d'économie sociale et familiale, un exercice d'interview et de présentation en public d'un camarade. Ses loisirs, c'est le foot, la moto et la mécanique. Qu'est-ce qu'elle a oublié, Charlène, qui te caractérise de façon positive? Il est persévérant. Ça veut dire quoi, ça? Alors, je sais pas. Quand il n'arrive pas quelque chose. Il réessaye. Ce travail sur la personnalité et la relation entre élèves fait aussi partie de l'approche éducative portée par l'équipe enseignante. Il faut que les classes, déjà, ne soient pas trop surchargées. Donc on puisse travailler au maximum en petits groupes pour favoriser l'individualisation. Ce climat de confiance a permis à Lucas d'être plus réceptif pendant les cours et l'a aidé à se mettre au travail. Au premier trimestre, on avait halluciné. À mon ancien collège, je suis passé à 9 de moyenne. J'étais à 9 de moyenne et ici, je suis passé à 12 de moyenne. L'équipe pédagogique propose un accompagnement personnalisé à chaque jeune, des bancs de la classe jusqu'à la cour de récré. Lucas y croise d'ailleurs Thérèse Fauveau, une directrice très présente à ses élèves. Qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances? Ça s'est bien passé? Ouais. Ton stage, tu l'as fait en mécanique? Oui. Ça s'est bien passé? Ah oui. Le soutien, il va falloir qu'on le remette en place certainement? L'établissement n'accueille pas seulement des élèves en difficulté. Mais Thérèse Fauveau accueille personnellement ceux qui ne sont pas au niveau avec pour critère d'admission la motivation et le projet professionnel.
Les professeurs n'ont jamais le dossier scolaire de l'élève. Ça, c'est un principe. Je ne donne pas les dossiers scolaires aux enseignants. Les élèves ont des difficultés parfois dans certains établissements, soit avec les enseignants, les instituteurs parfois en primaire, avec des camarades de classe. Effectivement, ils peuvent être un peu rebelles. Et il n'y a aucune raison que les enseignants de l'établissement soient informés des difficultés. Et c'est important pour nous de faire en sorte qu'on travaille sur les capacités et le positif de l'élève. L'après-midi est consacré aux activités culturelles et sportives, mais aussi aux visites d'entreprises. Une manière concrète pour les élèves de confirmer leur choix professionnel. Je balayais, puis j'étais pailler les hauts. Ce que j'aime, c'est être à la nature, en plein air, puis m'occuper des animaux. Pour cette sortie, les jeunes sont encadrés par Annette Maréchal. Cette ancienne élève est aujourd'hui assistante de vie scolaire. Elle aussi a connu l'échec scolaire. Elle veut aujourd'hui transmettre son expérience aux élèves. J'ai senti que l'équipe pédagogique, autant les profs que Mademoiselle Photo, étaient à l'écoute des élèves. Donc je savais que si j'avais un manque ou quoi que ce soit, je pouvais aller voir mes professeurs et qu'ils étaient là vraiment pour m'aider et me pousser en avant. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, j'ai pu aussi le pratiquer en tant qu'élève. On essaye de leur transmettre que l'échec n'est pas ancré, qu'il y a toujours des possibilités de recommencer, de faire ce qu'ils ont envie de faire. Grâce à cette pédagogie, le lycée d'enseignement agricole privé de la Bresse obtient de très bons résultats aux examens. Avec 92% de réussite au brevet des collèges et 100% de réussite au bac professionnel, les résultats sont supérieurs à ceux de la moyenne nationale. Vous avez suivi attentivement ce reportage, l'itinéraire de Lucas, mais aussi de l'équipe enseignante. C'est un établissement auquel vous êtes attaché, hein, monseigneur? Oui, il fait partie de trois écoles, établissements scolaires agricoles dans notre diocèse. L'un est à Vérovre, tout près de Paray-le-Monial. Un second se trouve aussi en Bresse, à Saint-Martin-en-Bresse, et puis celui-là de Louhans, dont on a vu quelques images. Je voudrais souligner le dynamisme de ces établissements qui accueillent des élèves donc, dès la classe de 4e pour on pourrait dire, des choix professionnels ou des découvertes professionnelles qui ne sont pas encore complètement actées. Certains sont en difficulté, mais en réalité pas tous. Hein. Ah bah bien sûr que non. Puis vous savez, tout jeune aujourd'hui, on ne peut pas mettre une étiquette sur un jeune. Je suis frappé dans les visites pastorales que tant dans le monde industriel, quand on va au Creusot ou que dans le monde rural, beaucoup de jeunes se projettent dans un métier dans l'agriculture ou dans l'industrie. Beaucoup plus qu'on imagine. Simplement, il faut aussi valoriser ces métiers et puis leur donner confiance en eux-mêmes. C'est tout le travail des éducateurs. Un certain nombre de ces jeunes sont internes, je le souligne aussi, ce qui rajoute aussi à l'exigence éducative d'un établissement comme celui-là. On a vu le visage d'ailleurs extrêmement positif et puis très équilibré de la chef d'établissement, évidemment, qui est le pivot de toute l'équipe éducative dans cet établissement. On sait que les évêques s'appuient beaucoup sur les chefs d'établissement dans les écoles, dans les lycées. Beaucoup sur les chefs d'établissement et aussi nous vivons avec eux un partenariat, on pourrait dire d'équipe. Il y a comme une sorte d'équipe des chefs d'établissement dans les diocèses qui se retrouvent régulièrement autour de la directrice diocésaine. Et Thérèse Fauveau, que vous avez vue, est une de celles qui est dynamique dans ce réseau. Et chacun n'est pas isolé dans son établissement. Voilà. Oui. Qu'est-ce que l'évêque attend justement de ces établissements? Quelle est la spécificité au fond chrétienne? Vous parlez pour les établissements agricoles ou l'ensemble? Et l'ensemble des milieux éducatifs. Mais... écoutez, nous cherchons essentiellement la liberté, la germination de cette espèce de magie que le Créateur a mis en chacun de nous, c'est-à-dire la capacité d'être libre et donc d'être en relation, d'écrire une histoire qui ne soit pas simplement une histoire déchirée, pour reprendre le mot de Lucas, et une histoire qui ait du sens. Et cela, ça dépend essentiellement des années de formation, comme on le sait tous, et ça demande la patience des éducateurs. Oui, nous attendons beaucoup, évidemment, des établissements scolaires. Et on voit, il faut prendre du temps aussi, avec chacun des élèves, des classes qui ne soient pas trop surchargées. Oui, et puis alors les découvertes l'après-midi, comme on a vu les images dans cette ferme-là, sont possibles dans des établissements à petits effectifs, comme c'est le cas un petit peu à Louhans.
et du coup aussi avec un accompagnement rapproché par des professeurs. On reste, Monseigneur, avec les jeunes à Autun cette fois-ci, avec l'arrivée, il y a très peu de temps, quelques semaines, des petits chanteurs à la Croix de Bois, puisque l'association, je ne sais pas si voilà, on a en tête l'actualité récente, l'association était en redressement judiciaire depuis 1 an, et la justice a validé le projet de reprise de l'activité de l'association par la maîtrise de la cathédrale d'Autun. Donc cette institution va donc pouvoir se poursuivre dans votre diocèse. Je vous propose de retrouver Patrick McNamara. Il préside la maîtrise d'Autun et il explique ce projet. Ce que j'ai dit aux petits chanteurs à la Croix de Bois le lendemain de la décision du juge, et que je redis bien volontiers, c'est que cette croix qui symbolise le Christ, qui nous a laissé sa paix, ils l'ont autour du cou, au travers du monde, et ils vont, par leur chant, en portant cette croix du Christ, porter la paix dans le monde. C'est cette mission première que nous voulons promouvoir, développer. Concrètement, la mission pour la paix que portent les petits chanteurs à la Croix de Bois, elle prend son fondement dans la vie quotidienne déjà des petits chanteurs, au moins sur le plan pastoral, puisque les petits chanteurs à la Croix de Bois ont tous les soirs la prière du soir en commun avec lecture de l'évangile du jour. Ensuite, ils ont dans leur semaine une messe hebdomadaire et l'aumônier qui est le curé de la cathédrale qui les suit toute la semaine animera cette messe chantée par les petits chanteurs et enfin ils ont du catéchisme et la préparation au sacrement. Donc pour aller porter la paix, d'abord ils apprennent à la vivre dans leur cœur ici. Voilà la suite de l'aventure pour cette institution, les petits chanteurs à la Croix de Bois, créée il y a 107 ans. Et bien sûr, on se souvient de l'abbé Maillet qui a dirigé et qui a lancé cette grande aventure. Monseigneur, c'est une opportunité au fond pour le diocèse? Je ne dirais pas que c'est une opportunité. Je dirais qu'il y a un temps favorable, une sorte de... Il y avait des circonstances, à la fois chez les petits chanteurs, dans l'environnement français, et aussi chez nous à Autun, qui ont permis que nous proposions cette école catholique d'Autun, avec son internat, son encadrement, et aussi le support de la maîtrise d'Autun, qui est dirigé actuellement par M. Gutiérrez, qu'on voyait de dos, c'est lui qui accompagnait au piano la répétition, les toutes premières répétitions des petits chanteurs. Et il me semble que ces choses se sont faites parce qu'elles étaient prêtes. Je dois souligner aussi qu'un projet comme celui-là n'est possible que dans une très grande concertation et une très grande volonté commune à la fois de la ville d'Autun, de l'école catholique et puis du diocèse. Voilà. Et alors que nous avons été ensemble sur ce travail d'accueil, et c'est le début. Ouais, j'imagine que c'est très réjouissant comme aventure. C'est non seulement très réjouissant, c'est très appelant, je crois, pour tout le monde, parce qu'on sait tous combien une chorale comme celle-là peut nous aider d'abord à une ouverture internationale, et puis peut aider aussi l'ensemble de l'école catholique à trouver son unité à travers aussi le fait qu'on n'est pas replié sur soi. Les petits chanteurs sont par essence des missionnaires de la paix pour le monde. Et ils vont partir bientôt en tournée en France et puis bientôt en Corée dans quelques semaines. Et voilà, alors je suis évidemment très très heureux de voir ces premières images que vous avez filmées. Et je peux vous dire que l'accueil de la ville d'Autun a été merveilleux. La liturgie à la cathédrale va en bénéficier ? Un petit peu. C'est surtout la maîtrise de la cathédrale d'Autun qui s'occupe de la liturgie à la cathédrale, mais le directeur artistique, M. Gutiérez, tient beaucoup à ce qu'il y ait des brassages entre les différents étages de la maîtrise,
entre la pépinière des petits chanteurs à Croix-de-Bois, c'est-à-dire ceux qui sont au premier degré, primaire, puis aussi les collégiens. Comme vous le savez, les petits chanteurs à Croix-de-Bois, ce n'est pas une institution figée, puisque on arrête en 3e, et que tous les ans, il y a un renouvellement assez important, et que les petits chanteurs sont toujours nouveaux. Je voyais le visage d'Ambroise, par exemple, qui est entré dimanche dernier à la cathédrale d'Autun, comme ça, tenant bien, un garçon qui est en 5e, et qui m'a dit... Est-ce que je peux servir la messe? Parce qu'avant, je servais la messe. Mais j'ai dit, Ambroise, voilà, la sacristie est ici, tu peux servir la messe. Et j'ai vu plusieurs enfants des petits chanteurs qui étaient dans l'assemblée, à leur place, accueillis dans des familles d'accueil, parce que leurs familles sont trop éloignées pour qu'ils repartent chez eux, j'allais dire. Donc, ils restent à Autun pendant le week-end. Non, c'est le tout début, je crois, d'une aventure dont on pourra mesurer peut-être les fruits dans 5 ans. C'est-à-dire, il faut laisser le temps que ce dispositif se mette en place d'une manière assez nouvelle pour eux et pour nous. Monseigneur, dans votre diocèse, il y a la communauté de Thésée, fondée par frère Roger, donc ces frères qui sont de différentes confessions chrétiennes et qui prient sur cette colline. Et figurez-vous que l'un de nos journalistes, Charles-François Brejon, y est allé cet été parce que de très nombreux jeunes, des milliers de jeunes du monde entier sont accueillis pour prier. On regarde. 3 fois par jour, les cloches appellent à l'église, tout s'arrête sur la colline de Thésée. La prière est conduite par 70 frères, parmi la centaine que compte la communauté à travers le monde. Notre prière est d'abord la prière monastique d'une communauté qui vit la vie monastique. Frère Roger disait une fois, nous sommes comme une branche greffée sur l'arbre du monachisme. Et en même temps, Frère Roger voulait que cette prière soit ouverte, accessible pour les femmes et les hommes d'aujourd'hui qui n'ont pas toute une culture ecclésiale aujourd'hui. C'est une minorité qui a toute une culture ecclésiale, et comment la prière peut aussi évangéliser les autres et nous-mêmes. Alors pour cela, nous avons les chants répétitifs, parce que tout le monde peut participer, peut entrer et ne pas rester spectateur, ne pas rester extérieur, mais être pris dans la prière, chez ceux qui sont habitués à prier, et même chez ceux qui n'ont plus tellement l'habitude. Voilà, être pris dans la prière, c'est une belle expression de frère Aloïs. C'est un extrait d'un reportage de Charles-François Brejon que vous retrouvez sur le site internet de KTO. Monseigneur, c'est là que dans 1 an se retrouvera l'ensemble du diocèse pour lancer une grande aventure, le synode diocésain. Oui, l'année 2015, comme vous le mentionnez, qui sera aussi l'année pour les frères de Thésée de la célébration du 100e anniversaire de la naissance de frère Roger, qui avait voulu ce monachisme ouvert, participatif, comme a dit frère Aloïs tout à l'heure. Et c'est aussi donc le 10e anniversaire de sa mort tragique au moment des JMJ de Cologne en 2005. Souviens, oui. Et alors, effectivement, nous avons dans le diocèse une très bonne habitude, grâce, j'allais dire, surtout au renouveau du diaconat permanent, puis aussi évidemment à l'accueil de nos frères de Thésée, de vivre tous les 5 ans. Comment dire, c'est une grande réunion de famille. Mais alors, nous sommes des milliers de diocésains, nous nous retrouvons. Vous appelez ça le rendez-vous de la solidarité? Oui, c'est cela. Jusqu'à présent, nous appelions cela les rendez-vous de la solidarité. Alors, il se trouve que l'année 2015 est l'année de ce rendez-vous. Et 2015, je veux dire, oui. Et depuis plusieurs années, peut-être, nous sentions dans le diocèse la nécessité de repartir d'un nouveau souffle tous ensemble, de ne pas rester dans les ornières, de porter le poids du combat spirituel ensemble, mais de ne pas porter des poids inutiles, en particulier au niveau de la communion ecclésiale. Et alors nous nous sommes dit, avec les prêtres, un certain nombre de prêtres, et puis j'ai senti que je pouvais lancer l'ouverture d'un synode le 4 octobre 2015 à l'occasion de ce grand rassemblement de la solidarité. Et le synode dure un certain temps, il ne faut pas non plus lui donner un temps trop long, et nous avons pensé donc que le synode durerait 2 ans. C'est une réflexion commune, on peut préciser, où sont associés
tous les fidèles et ceux qui le souhaiteraient dans une réflexion pour l'avenir, au fond, les grandes orientations de l'Église. Le synode, effectivement, doit préciser toujours l'objet. Pour nous, c'était essentiellement un projet pastoral de valorisation des initiatives les plus locales, des petites fraternités chrétiennes, du vivre à quelques-uns, rayonnant dans les lieux les plus proches de la vie des hommes, dans les milieux ruraux, les milieux industriels, dans les milieux touristiques. Et donc nous voulons ce projet-là pour le synode qui s'inscrira dans la grande ligne de l'exhortation apostolique du pape François, à savoir la ligne d'accueillir déjà en nous-mêmes, entre nous, la joie du Christ, la joie du serviteur des hommes et de la rayonner autour de nous. Alors voilà, nous allons donc commencer cette grande aventure qui est quand même l'acte majeur, je crois, que nous voulons vivre ensemble au cours de ces prochaines années dans notre diocèse. Oui. Vous pensez qu'il y a un moment favorable Oui, le moment est favorable à cause du synode sur la famille qui va se tenir à Rome. Et puis en deux étapes, en octobre, oui. Là déjà. Et puis en 2015 ensuite. C'est aussi une période aussi qui correspond aussi à l'acceptation sereine aujourd'hui dans notre diocèse d'une plus grande ouverture à l'Église universelle par la venue de prêtres de l'étranger. Pourquoi? Parce qu'on avait tendance à être un peu refermé sur soi? Je ne dirais pas comme cela parce que nous envoyons des personnes à l'extérieur, mais je crois que le phénomène de Thésée aussi, puis Parélemonial, avec cette merveilleuse activité de l'été organisée par la communauté de l'Emmanuel, et puis aussi les initiatives qui se prennent localement aujourd'hui, qui sont diverses, doivent se conjuguer et ne pas simplement s'authentifier sans les autres. Enfin, il y a tendance à trop de morcellement, chacun dans sa proposition, dans sa sensibilité, dans son coin géographique. C'est la tentation de nos sociétés modernes, hein, chacun cherchant à simplement s'auto-référencer, comme dit le pape. Oui. Et alors, il me semble que le temps est favorable aussi parce que je crois qu'après, donc pour moi-même, ça fait déjà ma 9e année d'épiscopat hautain. Je crois que le diocèse comprend que le ministère de l'évêque peut s'exercer aujourd'hui comme serviteur d'un nouveau dialogue missionnaire, d'un nouveau dialogue. Il faut du temps pour que ça s'installe, cette compréhension. Ah bon, ça vous fait rire, mais... Oui, ça n'est jamais terminé. Puis d'abord, l'évêque se convertit le premier. Oui. Peut-être j'étais pas prêt moi-même il y a quelques années pour ouvrir ce synode. Maintenant, je sens que les choses sont prêtes et que je peux, à ma place, servir à nouveau une communion joyeuse et ouverte sur le monde actuel. Cette maturité? Pour moi, ça tient d'abord à l'âge. Figurez-vous, je vais avoir 60 ans. Et puis ça tient aussi, grâce à Dieu, aux remarques que les frères prêtres et laïcs ont osé me faire. C'est-à-dire que, vous savez, dans l'Évangile, il y avait cette correction fraternelle vaut aussi pour l'évêque. Moi, je suis reconnaissant à ceux qui m'ont dit des choses. Par exemple, je sais pas, c'est très personnel, mais... que parfois, je donnais le sentiment d'écouter, que je n'écoutais pas assez au fond, quoi. Ça m'a beaucoup aidé, cette réflexion de quelqu'un m'a dit ça un jour. Vous entendez, mais est-ce que vous écoutez en profondeur, quoi, ouais. Est-ce que vous essayez de comprendre ce que l'autre vous dit, voilà. Et puis aussi, est-ce que vous êtes capable aussi de ne pas simplement aller sur vos lignes à vous, mais de vous ouvrir avec toute une église locale aux lignes nouvelles, qui ne sont pas les lignes d'un mouvement ou d'une communauté ou d'une paroisse, mais les lignes qui nous sont demandées aujourd'hui de tracer. Le synode veut dire prendre un chemin ensemble, hein. Ensemble, et odos en grec, le chemin, c'est-à-dire se tenir ensemble en marche sur un chemin. Voilà. Et du coup, dans cet échange avec les personnes, vous dites aussi, mais rappelez-vous aussi ma mission, annoncer, célébrer, gouverner l'Église ici? Disons, vous savez, on ne rappelle pas la mission en parlant, c'est en l'exerçant qu'on la rappelle. Un synode est essentiellement un acte demandé par l'évêque, et puis ensuite, l'évêque lui-même fait confiance au dynamisme. On lance un synode quand on sent que toute une église locale est heureuse de cette proposition. Et alors après, il reste à la construire, il reste à la vivre. Moi, je suis personnellement très confiant. Je crois que le moment est bon aussi parce que le pape actuel donne aussi un exemple de simplicité dans l'exercice de sa mission. Et il nous aide tous, hein, qu'on soit père de famille, mère de famille, prêtre, évêque, il nous aide à être simplement nous-mêmes à notre place, mais jamais sans les autres. Un dernier mot, Monseigneur. Peut-être aussi en regardant votre parcours, vous êtes né en Corrèze, vous avez grandi à Paris. On peut le rappeler, à 22 ans, vous vous engagiez avec les fraternités monastiques de Jérusalem, donc à l'église Saint-Gervais à Paris. C'était en 1976. Vous avez contribué à la fondation à Marseille en 1979. Et puis après, vous avez été appelé à être évêque auxiliaire de
de Marseille, vous l'aviez rappelé tout à l'heure, avant d'être nommé à Autun. Quel regard vous portez sur ce diocèse, cette église, au fond, qui s'apprête à rentrer en synode et qui est probablement différente à la fois de Paris, Marseille, de la Corrèze, et qui a son appel spécifique? Vous venez de faire quelque chose qui n'est pas un scoop. les paysages avec les vaches et les prés en Bourgogne et le Creusot, nous sommes assez loin de Paris. Oui, je dirais que ce qui m'apparaît dans ce diocèse, c'est essentiellement le sérieux du travail. Je crois que c'est un diocèse où les gens ne cherchent pas. On ne cherche pas à briller, on se protège quelquefois un petit peu trop, c'est possible, en tout cas on travaille. Et on aime le travail et on se méfie des choses qui seraient trop dans le paraître et dans l'immédiateté. On sait très bien dans le monde rural ou industriel que rien n'est reçu, il n'y a pas de fruit sans la patience et aussi sans l'acceptation des intempéries, du contexte météorologique, économique. On sait tout ça très bien en Bourgogne du Sud. Et en même temps, c'est un territoire qui voit passer beaucoup de monde et qui est en train de comprendre qu'il a beaucoup de richesses et qu'il n'a pas simplement à accueillir les gens de passage pour une question de rentabilité économique, mais aussi parce qu'il y a quelque chose dans ce territoire marqué par Cluny, marqué par, je le disais au tout début, par l'accueil de communautés nouvelles, importantes, je crois, et aussi par le fait qu'il y a toujours eu des épiscopats longs dans ce diocèse. Hein. Donc il n'y a pas eu de rupture. Enfin, il me semble que c'est un diocèse qui est à la fois dans la continuité historique et en même temps dans l'accueil des réalités nouvelles. Donc c'est bénéfique pour la mission aujourd'hui? Oui, et je crois que nous avons aussi à la vie d'une manière propre dans ce diocèse qui n'est évidemment ni la Corrèze, ni Marseille, ni Paris. Merci beaucoup, Monseigneur Rivière, d'avoir accepté notre invitation, d'être venu. Bien sûr, on suivra l'actualité à la fois de la préparation et puis de l'entrée en synode dans votre diocèse. Merci à vous pour votre fidélité. On est reparti donc pour une nouvelle saison. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission.